Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne. Ça se passe à l'Assemblée nationale, c'est sur LCP. Et aujourd'hui, il y a un vote crucial puisque les députés doivent se prononcer avec un ultime vote sur le budget de la sécurité sociale pour 2026. Ce texte-là, il était passé de justesse il y a une dizaine de jours avec seulement 13 voix d'écart entre les votes pour et les votes contre. Ce budget est ensuite allé devant les sénateurs qui l'ont d'emblée rejeté. Et là, il revient à l'Assemblée nationale pour un dernier vote. Mais pas si vite. La France insoumise, qui ne veut pas de ce budget, a déposé une motion de rejet, motion défendue par Mathilde Panot. La séance est ouverte. À tout à l'heure. Je vous indique que j'ai reçu de Madame Mathilde Panot et des membres du groupe La France Insoumise une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à Madame la présidente de groupe Mathilde Panot. Présidente, ministres, collègues, il y a 80 ans, dans un pays ravagé et ruiné par la guerre, des femmes et des hommes ont arraché la sécurité sociale, portée par une idée simple mais révolutionnaire. Chacun cotise selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Plus d'un cinquième de la richesse produite annuellement est socialisée pour assurer chaque personne face à la maladie, aux accidents, au chômage, à la vieillesse. Telle est l'œuvre magnifique des luttes qui, contre les nazis et dans le creuset de la résistance, ont donné naissance à ce système de solidarité qui fait notre fierté. La sécurité sociale est regardée depuis le monde entier. Depuis 80 ans, l'oligarchie rapace tente de détruire cet immense progrès social. Ils ont en horreur cette création de richesses sans capital, ces centaines de milliards qui échappent aux logiques de marché et aux dividendes des actionnaires. Offense ultime, la gestion de la sécurité sociale revenait aux travailleurs. Mesdames les ministres, votre budget s'inscrit dans cette histoire longue des attaques contre la sécurité sociale. S'il faut voter contre ce texte, c'est parce qu'il renforce la destruction de notre système de santé et ne répond pas aux besoins. Il prévoit 4 milliards de coupes dans la santé publique. Voici la grande victoire des socialistes. Voter pour un budget qui ne maintient même pas les moyens des hôpitaux et des EHPAD à niveau constant. Voter contre ce texte, c'est une évidence, car depuis 8 ans, vous organisez la pénurie. Pénurie de soignants, pénurie de lits d'hôpitaux, pénurie de médicaments, pénurie de recettes pour la sécurité sociale. Et vous voilà ensuite à rabâcher les mêmes mensonges sur les trous de la Sécu que vous avez vous-même créés. 80 milliards d'euros en moins avec les exonérations de cotisations. Du Rassemblement national à la Macronie, on applaudit des deux mains la liquidation des caisses de la sécurité sociale. Ce disque rayé n'en finit pas de tourner au point qu'il interroge sur votre cohérence. Si vos solutions fonctionnaient, nous n'en serions pas là. La réalité, c'est que la sécurité sociale n'a aucun problème de financement. Elle est 5 fois moins chère que n'importe quel système assurantiel et 1000 fois plus juste. La vérité, c'est que vous la sabotez. Quand le ministre du Travail ose expliquer que la générosité qu'on a connue pendant des décennies est arrivée à son terme, il ressasse cette même idée dangereuse. La santé coûterait trop cher. Mais ce qui coûte cher, monsieur le ministre, ce n'est pas de soigner. Ce qui coûte cher, c'est de ne pas soigner. Ce qui coûte cher, ce sont les fermetures d'hôpitaux, les retards de diagnostic, le burn-out des soignants, la prévention sacrifiée, la médecine à 2 vitesses que vous laissez s'installer. Ce qui coûte cher, c'est de refuser de faire contribuer les dividendes, les grandes fortunes, les gros pollueurs qui rendront des millions de personnes malades demain. La sécurité sociale ne relève pas d'une forme de générosité, c'est une solidarité, une autodéfense populaire contre la cupidité du marché. La première trace de civilisation, selon l'anthropologue Margaret Mead, est un fémur brisé et ressoudé, trouvé dans une sépulture. Quelqu'un a été blessé, immobilisé, et son entourage l'a nourri, soigné. La sécurité sociale est l'héritage de ce qu'il y a de plus beau dans notre humanité. Quiconque vote ce budget se rend complice de ses pires horreurs. Voter ce budget, c'est voter pour faire les poches des 1,5 million de diabétiques avec des déremboursements de soins. Voter ce budget, c'est voter jusqu'à 900 € en moins par an de baisse des allocations familiales. C'est approuver l'augmentation des prix des mutuelles pour tout le monde. Surtout, voter ce budget, c'est valider la retraite à
à 64 ans, qui n'a pourtant jamais été voté, et ce alors que l'abrogation de ces 2 années volées est toujours majoritaire dans le pays et dans cette Assemblée. Voter ce budget, c'est précisément sauver Macron. Il y a 2 mois, le débat politique et médiatique portait sur le départ du président et du monarque présidentiel. Désormais, le débat se concentre sur qui va payer l'addition des cadeaux faits aux ultra-riches, les malades du cancer, les allocataires du RSA, les personnes en situation de handicap ou les 3 à la fois. Nous devons cela à un changement d'alliance piteux qui a vu le Parti socialiste se transformer en force d'appoint du régime macroniste finissant. Ce changement d'alliance, personne n'en parle mieux qu'Olivier Faure lui-même en août 2024, je cite. Macron vous dira que vous pourrez faire quelque chose sur les retraites, que vous aurez un peu d'argent sur le SMIC. La seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du nouveau Front populaire. Que vous puissiez dire désormais, c'est à ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes de gouverner. Voilà ce que nous n'accepterons jamais. Aucun socialiste n'acceptera de devenir le supplétif de la Macronie. J'invite donc les députés de ce parti à refuser d'être les supplétifs de cette Macronie et les députés écologistes à unir leurs raisons à leur cœur pour rejeter ce budget de malheur. Nous, insoumis, nous opposons à ce texte et fondons notre vote sur les mots du communiste Ambroise Croizat. Jamais nous ne tolérerons que soit rogné un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge des comptes publics. Allez-y, Madame la ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Panot, quand on convoque l'histoire, il faut quand même se montrer à la hauteur du présent. Dire que voter ce budget, je cite, ce serait sauver le président de la République, c'est d'oublier de dire que ne pas voter ce budget, c'est à coup sûr faire couler la sécurité sociale. Ne pas voter ce budget, Madame la Présidente, c'est empêcher à nos hôpitaux de pouvoir fonctionner dans exactement 15 jours, quand nous serons le 1er janvier 2026. Ne pas voter ce budget, c'est renoncer à toute négociation conventionnelle avec les infirmières. Ne pas voter ce budget, c'est renoncer à 4500 recrutements dans nos EHPAD. Ne pas voter ce budget, c'est renoncer au congé de naissance, dont je remarque que vous n'êtes pas les derniers à revendiquer que c'est une de vos victoires. Ne pas voter ce budget, c'est aussi renoncer à 50 000 solutions pour les personnes en situation de handicap. Ne pas voter ce budget, c'est renoncer à des moyens pour nos hôpitaux psychiatriques. Et ne pas voter ce budget, enfin, c'est de dire aux Françaises qui ont eu des enfants qu'elles pourront donc encore attendre pour qu'enfin un jour, il y ait de l'équité dans le calcul de leur retraite. Alors je voudrais, mesdames et messieurs les parlementaires, rappeler ce qu'il y a dans le budget. Il y a 8 milliards d'euros d'investissement collectif de nos ressources collectives pour la santé. 8 milliards de plus. 8 milliards de plus. C'est un choix et je pense que Mme Panot parlait de pénurie, est bien un mot qui ne convient pas à cette réalité. Dans ce budget aussi, je voudrais dire, il faudrait que les mesures que vous avez votées par vos compromis et vos accords ne soient pas l'occasion ou le prétexte pour un parti politique qui ne cherche que le désordre, à faire peur aux Français, à inquiéter, à porter des contre-vérités. Et il me semble que la démocratie s'honore à ce que nous ayons des désaccords, mais pas que nous colportions des désinformations. Enfin, et je terminerai là, quand j'entends dire que nous aurions asséché la sécurité sociale de 80 milliards d'euros de recettes du fait de la réforme des allègements généraux, je crois que certains ont oublié qu'il y a 67 milliards de transferts de TVA à la sécurité sociale et que oui, Monsieur le Président de la Commission des Finances et Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, je pense que c'est aussi à l'honneur de ce Parlement que de manière transpartisane, tant par l'action du rapporteur général ici, Thibault Bazin, que par la rapporteure générale au Sénat, Élisabeth Doineau, que par l'action du député Davy, du député Guedj, des députés sur tous les bancs, des députés également du groupe Horizon, nous ayons enfin répondu à une demande qui n'est pas une générosité, mais qui est un dû, c'est que l'État compense ce qu'il doit à la sécurité sociale. Quand les exonérations des heures supplémentaires ont été décidées, c'est l'État qui a décidé, il doit compenser.
De même, quand je lis les rapports de la Cour des comptes, il me semble qu'il était attendu que l'État compense un peu mieux ce qu'il devait à la sécurité sociale. Je tiens d'ailleurs à remarquer, et je m'arrêterai là, que le Sénat comptait sur 5,5 milliards d'euros de transferts entre l'État et la sécurité sociale et que le compromis trouvé ici, ce n'est pas 5,5 milliards comme le demandaient les sénateurs et sénatrices, mais c'est 4,5 milliards d'euros. Et je crois que la démocratie aussi s'honore toujours avec moins de vacarme à reposer les faits au centre de votre vote. Je vous remercie. Donc je vais maintenant mettre aux voix la motion de rejet préalable. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 472, exprimé 456, majorité 229, pour 171, contre 285. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Motion de rejet des Insoumis qui n'est pas adoptée. Les explications de vote sur le budget de la Sécu pour 2026 peuvent donc avoir lieu. Les orateurs des différents groupes politiques qui composent l'Assemblée nationale vont se succéder à la tribune pour donner leur position de vote. À tout à l'heure. Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les ministres, mes chers collègues, mes bien chers collègues, Sénèque affirmait « La vie est une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais c'est qu'elle soit bien jouée. » Monsieur le Premier ministre, voilà plus d'un an que la même mauvaise comédie dure. Un an que vous jouez sur les peurs, un an que vous entretenez un climat malsain, tout ça pour alimenter le récit du chaos. Bref, un an que vous fuyez les urnes et le peuple de France. La vraie peur, c'est la vôtre, celle de perdre vos postes. Après Michel Barnier, après François Bayrou, après Sébastien Lecornu 1, c'est maintenant le tour de Sébastien Lecornu 2 de nous interpréter la tragédie du « moi ou le chaos ». C'est devenu la pièce de théâtre, une troupe composée de gauchistes de droite, de gauchistes du centre, de gauchistes de gauche, de gauchistes écolos et comme figurants les gauchistes de l'extrême gauche. C'est le grand retour de l'incroyable tirade du « quoi qu'il en coûte », surtout lorsque ce sont les Français qui payent. Vous nous expliquez que sans budget de la sécurité sociale, nous nous dirigeons vers le néant, sans services de santé, sans prestations sociales, bref, le blackout total. Ce drame a déjà été joué par Elisabeth Borne il y a un an. Elle prédisait alors, avec une certaine vision, la fin des versements des retraites, la fin des cartes vitales. L'inconvénient avec les macronistes, c'est qu'ils osent tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. En réalité, tout ce théâtre d'ombre est uniquement joué pour sauver le soldat Macron. Vous voulez faire glisser l'anti-macronisme vers l'anti-parlementarisme. Ni vu, ni connu. Vous cherchez à rendre le Parlement coupable de vos échecs, coupable de vos décisions, Monsieur le Président Macron, coupable de la crise politique. Pour illustrer votre niveau de cynisme, il faut rembobiner 4 mois en arrière déjà. Le prétendu socle commun avec ses complices de LR soutenait alors la déclaration de François Bayrou. Il fallait impérativement trouver 40 milliards d'économies et poursuivre les réformes sur les retraites. Il y a 4 mois, c'était 40 milliards d'économies ou l'apocalypse. Aujourd'hui, vous nous présentez sans aucune honte un budget de la sécurité sociale avec plus de 24 milliards de déficit. Dans le film et dans les vieux films, les rôles sont répartis. Olivier Faure tient le pistolet, Sébastien Lecornu 2 creuse. Sans budget de la sécurité sociale, Monsieur Lecornu 2, vous menacez avec une intensité exceptionnelle d'une perte totale de contrôle. Mais c'est déjà le cas. Insécurité, une agression toutes les 3 minutes, 40 attaques au couteau par jour, hausse des prix de l'électricité, de l'essence, de l'alimentation et maintenant des mutuelles. Raquette fiscale, taxe sur les dons, taxe sur les toilettes, taxe sur les bénéfices, explosion des normes et des contraintes, 400 000 normes en France, faillite des entreprises, démantèlement et fermeture et la dernière en date, Brandt. Crise agricole, répression violente des agriculteurs avec hélicoptères et blindés, il manquait juste le Charles de Gaulle et les Rafales.
Et enfin, désindustrialisation massive, le grand remplacement des véhicules thermiques par les véhicules électriques chinois, avec le carnage industriel que cela prépare. Ah ben vous voulez pas l'entendre, mais c'est le cas, moi je vous le dis. Vous laissez tomber la France dans la désolation et vous essayez d'en faire porter la responsabilité au Parlement. Ce budget de la sécurité sociale, c'est le budget de ceux qui n'aiment pas la France, de ceux qui n'aiment pas l'entreprise, de ceux qui n'aiment pas les retraités, de ceux qui n'aiment pas les Français. Pourtant, la France est belle, la France est généreuse, la France est éternelle. Elle mérite mieux que vos tragédies et vos alliances de circonstances. À ceux qui aiment encore la France, vive la République et vive la France! Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Joëlle Mélin pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Monsieur le Ministre, chers collègues, nous allons nous opposer fermement au dernier vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026. Non parce que nous ignorons l'incertitude qui va entourer pour un an encore notre système de protection sociale et les difficultés à le financer à sa juste valeur, ou que nous ignorons la détresse des entrepreneurs et de leurs salariés face à la folie des prélèvements sociaux et fiscaux de notre pays, ni que nous ignorons les conditions d'inquiétude profonde de nos retraités, nos handicapés, ou la précarité de beaucoup de familles, particulièrement les familles monoparentales. Pas plus que nous ignorons les difficultés de tous les soignants, salariés, libéraux et du monde médico-social, particulièrement les hôpitaux et nos EHPAD, dont certains sont en train de fermer leurs portes. Bien au contraire, il est temps de dire stop à cette spirale vicieuse qui, depuis plus de 45 ans, nous aspire vers le bois, broyant notre système social. On ne peut pas aller plus loin dans la sottise et l'aveuglement. Fondé sur la répartition alimentée par la reconstruction de la France d'après-guerre, notre système a commencé à se fissurer sur le premier choc pétrolier et ne s'en est jamais remis, faute d'une bonne stratégie. En 1996, une première tentative de sauvetage de la dette par les ordonnances Juppé n'a fait que la cristalliser dans la Cades, toujours bien vivante, 30 ans après. Depuis, cette dernière a apuré 400 milliards, soit exactement 13 milliards d'euros par an, juste la somme qui nous manque tous les ans, en raison de la chute concomitante et inexorable de notre productivité et de nos richesses. Tous les gouvernements de droite et de gauche y ont participé. Aujourd'hui, les 5 branches de la sécurité sociale ne sont financées qu'à 48% par le travail et bientôt ce ne sera plus que 45%. Nous avons totalement fiscalisé la sécurité sociale. Mais comme par ailleurs, la gestion des comptes de l'État est elle aussi hors de contrôle, la compensation de l'État ne pourra pas avoir lieu. C'est le mur. Vous êtes tous dans le mur. Tous ceux qui ont initié le projet du gouvernement comme ceux qui l'ont soutenu. Le bloc central, bien sûr, les LR de l'Assemblée nationale et surtout les LR du Sénat qui, pour sauver quelques postes de députés totalement absents avant, pendant et depuis les débats, ont réécrit à l'identique la copie du gouvernement. Et puis cette gauche socialiste qui fait moins de 2% à la présidentielle et qui peut mourir tranquille après avoir eu son chant du cygne. Et quand je dis dans le mur, c'est bien sûr le choc frontal contre le mur de la réalité, mais c'est aussi dans le mur, dans l'épaisseur du mur. Vous savez, comme le petit bonhomme gris du tilleul dans la nouvelle fantastique de Marcel Aimé, Le Passe-Muraille. Lorsqu'il découvre qu'il a le don de passer les murs sans être vu, M. Dutilleul en profite pour faire des facéties stupides. C'est ainsi qu'a eu lieu le spectacle rocambolesque auquel nous avons assisté avec l'étude du PLF et du PLFSS qui, pendant 2 mois, ont scandalisé les Français. De nombreux politiques, en trahissant leurs paroles et surtout leurs électeurs, n'ont cessé de passer d'un côté de l'autre du mur de leurs convictions jusqu'à l'étourdissement. Mais un jour, et c'est juste ce qui vous arrive, M. Dutilleul a perdu son don. Il est resté à tout jamais bloqué à l'intérieur du mur. Ce mur dans lequel vous serez tous empêtrés jusqu'à la présidentielle. Entre-temps, le Rassemblement national et Marine Le Pen, libres dans leur trajectoire politique et conscients de la situation, préfèrent voter contre votre projet afin que les Français, certes fragilisés,
survivent et puissent relancer la productivité et les richesses françaises. Sans entreprises, sans employeurs, sans auto-entrepreneurs, sans indépendants, sans fonctionnaires, sans agriculteurs, la France disparaît peu à peu et vos financements avec. Il faut impérativement faire ce que vous n'avez jamais osé faire. Par exemple, pendant 1 an, geler tout prélèvement supplémentaire. Permettre le retour de travail de ces 2 millions d'actifs, jeunes et moins jeunes, qui n'ont aucune activité et qui n'auront aucune retraite. Couper dans les dépenses inutiles, les agences bien sûr, les comités redondants, l'absentéisme des caisses ou les anomalies comptables avérées. Revoir la totalité de la gestion numérique de la protection sociale. Retracer tous les circuits financiers du prélèvement à la centralisation, de la répartition entre branches jusqu'aux prestations. Verrouiller les transferts qui ne sont que des jeux de bonneteau. Recouvrer les 40 milliards d'indus non récupérés, stopper la fraude et bien sûr, ne réserver les prestations nationales qu'aux étrangers qui ont bien travaillé sur notre sol. C'est urgent. En 1 année de respiration, nous pourrons faire le point. Après, ce sera réglé. Nous serons aux affaires. Merci Madame la députée. La parole est à présent à Madame Camille Gaillard-Minier pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Nous nous apprêtons aujourd'hui à voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2026 dans un moment tout à fait particulier de notre histoire sociale. Cette année marque en effet les 80 ans de la sécurité sociale. Depuis 1945, la sécurité sociale est bien plus qu'un système de protection. C'est un pacte républicain fondé sur un principe simple et profondément juste. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est un modèle que nous devons protéger. Mais protéger ce modèle suppose aussi de le regarder avec lucidité. En cas de rejet de ce texte, le déficit de la sécurité sociale atteindrait près de 29 milliards en 2026. Refuser de voter ce PLFSS, ce serait donc affaiblir durablement ce bien commun que nous célébrons aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, le débat budgétaire s'est tenu dans un contexte politique exigeant, marqué par l'absence de majorité absolue. Dans ce contexte, la promesse du Premier ministre a été tenue. Le gouvernement a proposé, le Parlement a débattu, le Parlement a amendé et le Parlement vote aujourd'hui. C'est cela, une démocratie parlementaire vivante. Un compromis ne se décrète pas, il se construit. Le Sénat a fait le choix d'adopter une motion de rejet préalable. Ce choix nous ramène aujourd'hui à la version du texte votée la semaine dernière par notre Assemblée. Nous ne rouvrons donc pas le débat. Nous confirmons un vote déjà intervenu, fruit de longues discussions parlementaires. Ce PLFSS est un budget imparfait, de compromis, un budget de transition, un budget de synthèse. Dans ce contexte sans majorité absolue, le groupe Ensemble pour la République a fait un choix clair, celui de la responsabilité. Nous n'avons ni renoncé au débat, ni cédé à la facilité du rejet. Nous avons travaillé, négocié et amendé ce texte pour en préserver l'équilibre et en renforcer l'utilité. Nous avons pris part au débat en refusant les impasses budgétaires, en écartant les mesures injustes et en permettant l'adoption d'avancées concrètes sans fragiliser la soutenabilité de notre modèle social. Ce texte n'est pas un texte subi, c'est un texte construit. Il porte la marque d'un travail parlementaire exigeant, conduit dans un esprit de compromis et de responsabilité par notre groupe. Ne pas voter ce PLFSS ne serait pas un geste neutre. Ce serait refuser de soutenir des politiques essentielles pour les Françaises et les Français les plus modestes. Concrètement, cela signifierait pas de nouveaux moyens pour l'hôpital avec l'absence de revalorisation des tarifs hospitaliers et le gel des investissements prévus. Pas de moyens supplémentaires pour les établissements sociaux et médico-sociaux, empêchant le recrutement de 4 500 équivalents temps plein en EHPAD. Pas de trajectoire crédible pour atteindre les 50 000 solutions dans le champ du handicap à l'horizon 2030. Pas de développement de l'habitat intermédiaire pour nos aînés, pourtant essentiel à une vieillesse digne. Ne pas voter ce PLFSS, ce serait aussi priver l'ensemble des Françaises et des Français, en particulier les plus vulnérables d'entre eux, de droits nouveaux très concrets. Car voter ce texte,
C'est aussi permettre de faire de la prévention une priorité pour toutes et tous, avec la prise en charge d'accompagnement spécifique pour réduire les risques de maladies chroniques. C'est renforcer la politique vaccinale. C'est mieux lutter contre les déserts médicaux avec la mise en place du réseau France Santé. C'est mieux allouer les moyens dans le champ du handicap avec la réforme de la tarification des établissements pour enfants et jeunes adultes en situation de handicap. C'est améliorer le recouvrement des pensions alimentaires. C'est créer un congé supplémentaire de naissance attendu par de nombreuses familles. C'est sécuriser et simplifier le cumul emploi-retraite. C'est mieux protéger les femmes au moment de la retraite en corrigeant les inégalités liées à la maternité, une mesure attendue de longue date par les partenaires sociaux. Sur les recettes, notre ligne est claire. Nous avons assumé un effort ciblé et temporaire des complémentaires santé, correspondant au remboursement de la hausse des cotisations anticipée l'année dernière, qui ne s'est finalement pas traduite par une augmentation du ticket modérateur. Des dispositions ont été votées pour éviter que cet effort ne se répercute sur les assurés. Et nous serons particulièrement vigilants à ce que cela soit respecté. Dans le même temps, nous avons mené des batailles utiles. Nous avons écarté des mesures injustes pour défendre des mesures essentielles pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Un engagement constant des députés Ensemble pour la République qui a permis d'obtenir des avancées avec le maintien des exonérations sur les tickets restaurants et la protection du salaire des apprentis. Mes chers collègues, voter ce PLFSS, ce n'est pas approuver chaque ligne sans réserve. C'est faire le choix de la responsabilité, le choix de l'intérêt général, le choix de la protection de notre modèle social. Par fidélité à l'héritage de la sécurité sociale, par respect pour nos concitoyens et par sens du devoir parlementaire, comme la semaine dernière, le groupe Ensemble pour la République votera le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Adrien Clouet pour le groupe La France Insoumise. Merci. Bonjour. Présidente, collègues, ministres, je voudrais partager avec vous la recette de ce PLFSS. Ingrédients. D'abord, préchauffer des macronistes qui perdent les élections. Saupoudrer de quelques socialistes en manque de reconnaissance et laisser le MEDEF choisir la cuisson. Voilà ce qui se passe depuis plusieurs semaines dans cet hémicycle. Le bilan, c'est un texte qui coupe plus de 3 milliards d'euros à l'hôpital et aux EHPAD. Et ce, alors que partout dans le pays, dans chaque établissement, des salariés se battent pour la survie de leur service. Je pense d'ici à l'hôpital de Lombez, où 12 lits sont fermés, 20 postes menacés, les salariés font grève pour le défendre. Je pense au groupe hospitalier Bretagne Sud, où les salariés font des journées de 6 à 13 heures, sans pause, avec 3 week-ends de travail d'affilée. Je pense à l'hôpital de Rennes, où les assistantes sociales hospitalières sont précarisées, interdites de congé l'été. Je pense à l'hôpital de Tulle, peut-être l'exemple absolu de clochardisation hospitalière, puisque l'établissement connaît une pénurie, accrochez-vous, d'essuie-mains, de conteneurs à aiguilles et même de papier toilette. Voilà où nous mène la Macronie. Il n'y a plus de papier toilette dans les hôpitaux. Alors, certains nous disent, ça pourrait être pire. Oui, c'est vrai, on pourrait être tous morts dans l'hiver nucléaire, ce serait pire. Mais le moindre mal, c'est quand même le mal. Et fermer 2 lits d'hôpitaux au lieu de 3, c'est pas un compromis, c'est une capitulation pour celles et ceux qui ont été élus pour ouvrir des lits d'hôpitaux. Car la Macronie, le gouvernement et ses bagages accompagnés ont vidé la caisse. Ils et elles ont refusé toutes les propositions des insoumises et des insoumis. Pas de surcotisation sur les très hauts revenus. Même lorsqu'on a proposé de faire cotiser celles et ceux qui gagnent plus de 20 SMIC par mois, vous n'avez pas voulu. Mais qui dans ce pays protège des gens qui gagnent 20 SMIC par mois, franchement? Aucune contribution des grandes fortunes, des actionnaires, rien. Donc pour compenser, vous avez fait l'appel à un ami, en l'espèce l'État, avec la TVA. D'ailleurs, c'était dit par la ministre juste avant. L'État utilise la TVA, un impôt injuste sur la consommation, pour compenser les cadeaux faits aux grandes entreprises au niveau de la sécurité sociale. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous allez acheter un shampoing à 3 € au commerce du coin, vous payez 20 centimes à la sécurité sociale via la TVA, qui vient permettre à votre employeur de ne pas payer 20 centimes de cotisation sociale. Et donc, vous payez, vous, un chèque à votre employeur dès que vous faites des courses. Et en plus, ce texte crée 3 impôts nouveaux. Assez étonnant pour des gens de droite qui hurlent dès qu'on parle d'un impôt ou d'une taxe, sauf quand il s'agit de faire payer les milieux populaires ou les classes moyennes.
Premier impôt, 1 milliard de taxes sur les complémentaires santé, voté par la Macronie et les socialistes. La ministre nous dit « ce ne sera pas reporté sur les cotisants ». Le lendemain, le rapporteur général de la Sécu nous met un amendement disant « ouvrons une négociation pour que ce ne soit pas reporté sur les cotisants ». Il faudrait peut-être s'accorder, vous êtes au banc à côté, parlez-vous, n'hésitez pas. Au final, les organismes confirment augmenter la facture. 10 € de plus pour un salarié de 25 ans et jusqu'à 80 € de plus pour quelqu'un qui dépasse les 70 ans. C'est plumer les assurés sociaux. Deuxième impôt, une taxe sur les maladies chroniques, puisque si vous avez par exemple un diabète de type 2, le gouvernement va vous retirer le statut d'affection de longue durée ordinaire. Non, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Il y a d'ailleurs plein d'articles de presse. Visiblement, la presse comprend mieux que vous ce que vous écrivez. Ça nous inquiète beaucoup sur vos compétences. Mais admettons. Le cas échéant, si vous avez ce type de pathologie chronique, le gouvernement vous coupera 300 € de remboursement de soins. Troisième taxe. J'ai pas le temps de les faire toutes, j'en prendrai 3. Une taxation sur les enfants, parce que vous vous dites comment repousser un peu plus loin l'injustice. Si vos jeunes ont entre 14 et 17 ans, les allocs familiales seront réduites, 900 € en moins par an. Et pourquoi faire, à part pourrir la vie des gens, qui est votre obsession depuis maintenant des années, pour financer un congé de naissance, dont la ministre a dit on ne peut pas le mettre en place en 2026. Donc faites payer des gens en 2026 pour un truc qui ne peut pas avoir lieu en 2026. Il va où l'argent? Quel est le sens de ça, à part à nouveau faire les poches aux gens? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, plus de 50 syndicats sont rassemblés autour de l'Assemblée nationale et plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui en tribune et nous regardent. Je les en remercie pour leur lutte, pour leur présence et pour être les yeux du peuple sur des députés dont certains veulent s'affranchir de leurs engagements électoraux. Ces syndicats qui ont eu des propos clairs, ils parlent de ce texte comme l'officialisation d'une austérité durable. Je cite Force ouvrière. Le pire budget de la sécurité sociale passé à 13 voix près. Je cite la CGT. Eh bien, collègues, on peut vivre autrement, on peut vivre bien et on peut même vivre mieux en France. Ça commence par sortir les macronistes, leur politique et leur dernier avatar, ce budget ignoble. Collègues, respectez les syndicats, arrêtez de hurler et votez contre ce texte. Merci, monsieur le député. La parole est à présent à madame Sandrine Runel pour le groupe socialiste. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci à l'oratrice de pouvoir commencer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Il y a 7 jours, en nouvelle lecture, notre Assemblée faisait le choix d'adopter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'issue d'un débat parlementaire long, exigeant et profondément politique. Ce travail, lui, pourtant, le Sénat l'a refusé. La majorité sénatoriale a préféré rejeter nos avancées plutôt que d'en débattre. Nous voici donc aujourd'hui dans la dernière ligne droite d'une bataille budgétaire qui a opposé l'exigence démocratique du Parlement à la brutalité de l'utilisation du 49.3. Je veux le dire à celles et ceux qui nous interpellent et qui s'en inquiètent. Le texte sur lequel nous nous prononçons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la copie initiale du gouvernement. Ce projet, nous l'avons trouvé brutal, injuste et surtout profondément déséquilibré. Alors nous l'avons combattu et nous l'avons transformé. À l'origine, c'est un texte qui, comme le projet de loi de finances, souffrait d'un manque criant de recettes au détriment du financement de nos services publics, de notre système de santé et de protection sociale. Autrement dit, un texte qui faisait peser l'austérité sur celles et ceux qui en subissent déjà les conséquences. Alors que durant nos débats budgétaires, le bloc central n'a cessé de s'opposer à la taxe sur les grandes fortunes, pourtant plébiscitée par près de 80% des Français, la gauche, elle, est parvenue, dans le PLFSS, à faire adopter des recettes supplémentaires et à rehausser la CSG sur les revenus du capital, pour que ce ne soient pas les plus précaires qui paient, une fois de plus, ce que les macronistes offrent aux plus riches. Notre devoir et notre source de pouvoir, en tant que groupe d'opposition, dans cette Assemblée sans aucune majorité, doit être la négociation et la discussion. Et nous, socialistes, avons mobilisé ce levier pour retirer du PLFSS initial les horreurs que le gouvernement avait réservées aux Français et nous avons arraché ce qui pouvait l'être pour préserver encore une fois la santé des Français. L'année blanche abandonnée,
Les tickets restaurants et les chèques vacances des salariés, préservés. Les aides à l'embauche des entreprises des Outre-mer, sauvegardées. Le pouvoir d'achat des entreprises, conservé. Le doublement des franchises médicales, retiré. Le budget de l'hôpital public, renforcé. La réforme des retraites, suspendue. Ces avancées ne sont pas de simples lignes budgétaires dans un tableau d'équilibre. Elles permettent concrètement de préserver notre modèle de protection sociale, tel qu'Ambroise Croizat l'imagina il y a maintenant 80 ans. Nous, socialistes, refusons que les Français renoncent aux soins à cause d'une hausse des frais de santé. Nous, socialistes, refusons que l'on fasse peser le poids de l'inflation sur le dos des ménages les plus précaires et sur les retraités. Nous, socialistes, refusons que l'hôpital public soit une variable d'ajustement budgétaire. Et nous, socialistes, refusons toujours la réforme brutale des retraites de 2023. Suspendre la réforme des retraites, c'est permettre, ne vous en déplaise, à 3,5 millions de personnes de partir plus tôt à la retraite. Pour les générations 64 à 68, cela représente 3 mois de labeur épargné et 3 mois de vie retrouvée. Et une fois encore, c'est grâce à la détermination dont seuls les socialistes ont fait preuve que cette suspension s'appliquera à tous les assurés, dont ceux en carrière longue, ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, que le gouvernement avait initialement omis dans la lettre rectificative. Et pour la prise en compte de la pénibilité au travail, pour le droit à la retraite en bonne santé et pour que la volonté populaire soit enfin entendue, suspendre cette réforme injuste était une priorité et notre vote nous oblige. Enfin, voter ce PLFSS, c'est permettre aux femmes de bénéficier de 2 avancées majeures. L'introduction d'un nouveau congé de naissance et la prise en compte des trimestres de maternité, dont l'ouverture des droits au départ anticipé pour carrière longue. Parce que l'accueil d'un enfant entraîne bien trop souvent des disparités de revenus et de pensions entre les hommes et les femmes. Ces réformes sont attendues par la société. Nous devons continuer le combat, continuer à nous mobiliser pour une réelle égalité salariale et pour une revalorisation ambitieuse de ce nouveau congé de naissance. Alors, chers collègues, en votant ce texte aujourd'hui, nous faisons le choix d'une gauche utile, d'une gauche qui protège, d'une gauche qui ne crie pas, d'une gauche qui se bat pour améliorer et transformer le quotidien des Françaises et des Français. En votant ce texte, nous votons pour préserver la santé et le pouvoir d'achat des Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Justine Gruet pour le groupe Droite républicaine. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, alors que les moments charnières se succèdent dans cet hémicycle, nous voici arrivés au vote final sur le PLFSS. Après des semaines de travaux parlementaires, malgré une assemblée profondément divisée, nous avons aujourd'hui la responsabilité de doter la France d'un budget de la sécurité sociale. Le texte qui nous est soumis illustre une fois encore les limites d'un système arrivé au bout de sa logique. Notre sécurité sociale a été conçue il y a près de 80 ans, dans un contexte démographique, économique et sanitaire qui n'a plus rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui. Or, nous continuons de regarder le passé avec nostalgie, comme si c'était mieux avant, et nous empilons des petites mesures pour masquer des réformes structurelles nécessaires. Au sein de la droite républicaine, notre choix est clair. Nous voulons nous tourner vers l'avenir, avec lucidité et responsabilité, car c'est le rôle de tout homme et de toute femme politique. Notre volonté repose sur un principe simple. Pour augmenter durablement les recettes publiques, il faut d'abord augmenter le nombre de Français qui travaillent, notamment chez les jeunes et chez les seniors. Plus de travail, c'est plus de richesses créées, plus de cotisations et donc un financement plus solide de notre modèle social. Dans le même temps, cette volonté assume la nécessité de maîtriser les dépenses en recentrant la sécurité sociale sur ses missions essentielles. Il s'agit de poursuivre la solidarité, mais de mettre fin à l'assistanat, de réduire les coûts administratifs inutiles et de lutter fermement contre la fraude, valoriser le travail sous toutes ses formes. Il s'agit également de mettre fin à l'octroi de droits à des personnes qui n'ont jamais cotisé dans notre pays. Il est tout aussi indispensable de faire enfin de la prévention une priorité absolue si nous voulons améliorer la santé de nos concitoyens et diminuer nos dépenses de santé.
C'est ainsi que l'on garantira à la fois l'efficacité, la justice et la pérennité de notre système. Revenons à ce PLFSS. Nous avons dit clairement que le projet initial était pour nous inacceptable. Cette ligne, nous l'avons défendue avec beaucoup de force tout au long de ces débats. Ce PLFSS ne répond pas aux défis majeurs qui exigent bien plus qu'un ajustement annuel des comptes. Vous le savez, Madame la Ministre, nous appelons depuis longtemps à une programmation pluriannuelle des finances sociales. On ne réforme pas un pilier de la République à coup de texte annuel, sans vision, sans cap, sans trajectoire. Oui, une réforme en profondeur est nécessaire. Oui, elle devra être structurelle. Oui, elle devra être menée avec courage et responsabilité à l'horizon 2027. Pour autant, dans la situation actuelle, soyons lucides. Le budget idéal est un budget impossible. Mais le compromis n'est pas la compromission. Ce budget comporte encore des hausses d'impôts et de taxes, bien que largement réduites par notre mobilisation, mais des hausses de taxes tout de même. Il ne comporte aucune économie durable, réduisant les déficits et assurant le financement pérenne de nos services publics. Et le sujet des retraites est, lui, loin d'être réglé. Vous pourriez donc vous attendre à notre opposition, mais nous ne sommes pas dans une attitude populiste. Nous savons que l'absence de budget conduirait à priver de moyens supplémentaires nos hôpitaux, nos EHPAD, nos soignants. Ce n'est pas une option réaliste. Rappelons-le, sans budget, l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif de dépenses, est fixé à 0%. Et nous courrions le risque, comme cette année, d'un blocage ou d'un décalage de la revalorisation, notamment des professionnels libéraux comme les kinésithérapeutes. Et puis, tout compte fait, nous avons travaillé depuis des semaines pour mieux considérer nos soignants en établissement ou en libéral, protéger celles et ceux qui travaillent et qui ont travaillé toute leur vie, pour préserver le dynamisme économique de la France. C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra majoritairement sur le vote de ce PLFSS. Dès demain, nous poursuivrons le travail parlementaire pour préparer des réformes indispensables. Moderniser notre sécurité sociale en faisant en sorte que les 5 branches fonctionnent moins en silo. Simplifier le quotidien de nos soignants. Financer réellement la branche autonomie pour prendre soin de nos aînés. Favoriser la prévention des pathologies chroniques. Donner de la prévisibilité avec la pluriannualité. Lutter résolument contre la fraude sociale, c'est toujours donner raison à ceux qui respectent les règles. Réformer le travail et non uniquement les retraites. C'est notre seule ambition, faire œuvre utile pour les Français. En attendant les grands choix de 2027, sortons des postures politiciennes, soyons à la hauteur de la confiance que les Français placent en nous. En 1994, Simone Veil nous rappelait avec justesse que la sécurité sociale n'est pas un acquis définitif, que la protéger exige non pas l'immobilisme, mais le courage de la responsabilité afin de garantir sa pérennité pour les générations futures. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent Madame Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. La mobilisation des travailleuses et des travailleurs et le débat parlementaire ont permis de supprimer les nombreuses horreurs de ce budget. C'est la première ligne du communiqué de presse de la CGT après l'adoption du budget de loi de la sécurité sociale. Alors moi, la première pensée que j'ai, c'est aux militants syndicalistes, aux travailleurs qui se sont mobilisés et ceux qui sont encore en train de se mobiliser parce qu'ils ne demandent plus, parce que c'est leur rôle. Mais nous devons leur reconnaître, quel que soit notre vote, que tout ce que nous avons pu supprimer, nous l'avons supprimé parce qu'ils étaient mobilisés. Toutes les horreurs qui ont été enlevées, elles n'ont pas été enlevées seulement parce qu'il y avait une majorité dans cette Assemblée, mais parce qu'il y avait une majorité dans la société. Oui, il n'y avait pas de majorité pour désindexer les pensions de retraite. Oui, il n'y avait pas de majorité pour geler les prestations sociales et geler les pensions de retraite. Et je pense que nous devons saluer l'ensemble de leur travail, de la CGT, de la CFDT, de Force ouvrière, parce que quelle que soit leur position, oui, ce que nous avons enlevé, nous le devons à leur mobilisation. De la même manière, nous devons saluer la Fédération hospitalière de France qui s'est mobilisée pour défendre les hôpitaux, pour défendre leur métier, pour défendre leurs patients. Parce que, oui,
La Fédération hospitalière de France le dit clairement. L'augmentation de ce budget à presque 3,3%, c'est ce qui va permettre aux hôpitaux d'assurer le minimum vital. Est-ce que le minimum vital, c'est suffisant? Non. Mais est-ce que c'est négligeable? Rien. C'est exactement ce que la Fédération hospitalière a écrit dans un mail qu'elle a adressé à tous les députés. Alors moi, ce que je veux dire, et oui, je le dis avec passion, mais parce que c'est un vote qui a été pris en conscience, c'est que, en vrai, je veux éviter les grands moments d'éloquence. Ce n'est pas un grand budget. C'est un tout petit budget. Ce ne sont pas des grandes victoires. Il n'y a aucune grande victoire dans ce texte. C'est un petit budget. Mais je pense que nous devons la transparence sur ce que contient exactement ce budget, parce que j'ai vu et j'ai lu beaucoup de choses ce week-end. Et je pense qu'il y a des choses qu'on doit dire en transparence. Non, ce budget ne contient pas la suppression de la prime de Noël. Oui, ce débat, c'est un débat du PLF. C'est factuel. Non, ce budget ne contient pas la suppression de la majoration des allocations familiales. Elle ne l'empêche pas, mais elle ne le contient pas. Ça veut dire, chers collègues, que le combat et la bataille, ils continuent. Mesdames et messieurs du gouvernement, je le dis sur ce sujet. Vous ne devez pas pénaliser les familles. La bonification pour les enfants de plus de 14 ans ne doit pas être supprimée. C'est un impératif. Et je sais que nous pourrons nous appuyer sur toute la gauche pour dire que non, nous refusons que les familles voient leur bonification sacrifiée. Bien évidemment que c'est non. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Mais qu'est-ce qu'il y a aussi dans ce texte? Il y a aussi une augmentation du budget de la sécurité sociale. Nous en revenons, mais oui, le budget pour 2025 était de 265,9 milliards. Aujourd'hui, celui qu'on vote est de 274,4 milliards. Pour avoir les moyens constants, c'était 275 milliards. On est effectivement quasiment à la couverture des moyens constants. Je le redis, ce n'est pas suffisant. Nous voulions plus. Mais en fait, est-ce que nous voulons vraiment, en rejetant ce texte, demander aux soignants de faire la même chose avec moins d'argent, de faire face à l'inflation avec moins d'argent? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et donc ce vote-là, je sais qu'il est en partie pas compris, mais je pense que nous pouvons avoir un débat factuel. Et comme j'ai dit qu'il y a les faits, par exemple, oui, dans ce budget, il y a la taxe sur les complémentaires santé. Eh bien, cette taxe, je pense que nous pouvons remercier nos amis des Républicains, qui ne sont pas nos amis d'ailleurs, nos collègues des Républicains, puisque cette taxe, nous la devons, qu'ils ont préféré taxer tous les Français plutôt que de taxer les hauts patrimoines avec une augmentation de la CSG. Ceux qui crient au hold-up fiscal sont ceux, en fait, qui le creusent. Donc oui, effectivement, il reste la taxe sur les mutuelles. Il reste la question des arrêts de travail sur lequel nous nous sommes opposés, sur lequel nous continuons à nous opposer et qui fait que jamais nous ne pourrons voter pour ce texte, car il reste des mesures que nous combattons fortement. Et enfin, je veux dire deux choses très clairement. Si rejeter ce texte avait fait tomber le gouvernement, je l'aurais rejeté. Voilà, je pense que Sébastien Lecornu doit tomber. Mais il l'a dit clairement, il ne démissionnera pas. Je pense que le 49.3 n'a pas été activé. Le 49.3 n'a pas été activé. Le gouvernement n'a pas remis sa responsabilité sur ce texte. Donc il faut arrêter de dire que s'il était rejeté, Sébastien Lecornu restait au gouvernement et passait par décret, ce que nous avions évité. Deuxième chose, la bataille continue. Oui, il y a une bataille sur le budget qui va arriver. Oui, là-dessus, je vous le dis, mesdames et messieurs du gouvernement, il n'y a pas de compromis possible. Nous ne négocierons pas un budget qui est profondément inacceptable, qui sacrifie la transition écologique, qui demande encore des efforts aux professeurs, qui simplifie l'insertion par l'activité économique. Sur le budget, ça sera un grand non, et sur la censure, ça sera un grand oui. Merci Madame la Présidente de groupe. La parole est à présent Monsieur Philippe Vigier pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général du budget. Le groupe démocrate, à l'unanimité, votera en faveur de ce PLFSS. Nous le ferons parce que c'est le fruit d'un travail parlementaire, n'en déplaise à certains. J'ai écouté d'ailleurs le chef de cuisine, Adrien Clouet, tout à l'heure, pour lequel je ne donnerai même pas le premier macaron. Et quelque part, je lisais un peu de tristesse dans ses propos,
Parce qu'il est vrai que la motion de rejet ressemblait plus à un chant du cygne qu'à autre chose. J'ai d'ailleurs pu voir que la présidente Panot, à peine plus de 5 minutes après avoir démarré son intervention, s'est arrêtée, comme si vous aviez quelques regrets en vous disant comment on va l'expliquer demain à nos compatriotes qu'avec une motion de rejet préalable, on va mettre à la poubelle 2 mois de travail parlementaire avec un budget qui n'est pas un budget de récession. Qui n'est pas un budget de récession, mais qui est un budget dans lequel il y a plus de moyens. Alors évidemment, cet équilibre que nous avons trouvé, ce compromis avec vous, mesdames, messieurs les ministres, et oui, ne vous en déplaise, ça n'est pas non plus le texte du gouvernement. Et oui, mais ça vous fait rire, mais la difficulté, c'est que ne le découvrez pas. Et d'ailleurs, je lis un peu de la tristesse dans cela. Parce que ça aurait été tellement plus simple de voir comment vous alliez transformer ce PLFSS en une motion, naturellement pour essayer de renverser un gouvernement. Ben oui, le travail parlementaire l'a emporté. Alors, ce compromis, si vous croyez qu'il nous satisfait complètement, mais vous êtes dans l'erreur totale. Mais ce compromis, c'était pour nous le seul moyen de faire en sorte que l'on puisse dire à nos hôpitaux, voilà, la feuille de route pour 26, vous l'avez et c'est plus d'argent. Dire à nos soignants, la feuille de route pour 26, vous la connaissez. De dire à nos aînés, la feuille de route, vous la connaissez. De dire à nos retraités, la feuille de route que vous la connaissez parce que vous avez tellement alimenté les peurs, les heurts pendant des semaines, bien aidés par vos amis d'en face d'ailleurs. Mais bon, M. Michaud a disparu, c'est bien dommage. Il nous avait promis 10 milliards et on ne les a pas retrouvés. Alors vous dire que, pour autant, chers collègues, il y a un sujet dont on ne sortira pas les uns et les autres sans se pencher sur l'avenir, et je vous le dis, mesdames, messieurs les ministres. Pour moi, c'est comment dans cette crise, comme dirait très bien mon collègue Jean-Carl Grelier, on arrive à planter le décor pour faire en sorte que demain, on ait un nouveau modèle de sécurité sociale. C'est ça l'enjeu auquel nous sommes confrontés. C'est ça l'enjeu que nous devons, me semble-t-il, tous relever pour faire en sorte que tous ces mots qu'on a prononcés, comment on va réorganiser ce système de santé? Il y a ceux qui disent toujours plus. Nous disons toujours mieux. Et toujours mieux, c'est quoi? C'est de l'efficience. L'efficience, ça n'est pas le rationnement. Est-ce que lorsqu'il y a 300 milliards d'euros de dépenses, on ne peut pas faire 3 milliards d'euros d'économies pour mieux soigner ceux qui s'éloignent du soin, mieux soigner celles et ceux qui sont victimes de la désertification médicale, faire en sorte que la financiarisation ne soit pas un mot prononcé, mais justement un objectif atteint, faire en sorte que les fraudes, toutefois toujours décriées ici, eh bien, en fait, on y mette fin, que cette désertification médicale, je le disais, on arrive à trouver des solutions pérennes, que ces débassements d'honoraires que vous connaissez tous en explosion, on soit capable de les modérer, que ces ALD explosant elles aussi dans leur nombre, on soit capable justement de mieux les encadrer. Et puis il y a le sujet des retraites. Alors vous devez lire un peu de regret qu'en votant ce texte, c'est la suspension de la réforme de retraite. Tous ceux qui nous avaient volé 3 mois de vie, on rend justement 3 mois de vie puisque cette suspension, elle devient efficiente. Moi j'ai encore un regret sur le fait que la jeunesse, où est-elle dans ce projet ? Insuffisamment, me semble-t-il, cette jeunesse, la nouvelle génération, à qui nous léguons les 3 600 milliards d'euros de dette. Cette génération, elle nous regarde. Et là, ce n'est pas uniquement d'être sur des acquis, mais les acquis, il faut les faire évoluer. Parce que cette jeunesse, on lui doit un message. Et vous dire enfin que quand on passe à nos aînés, au mur du vieillissement, ce mur du vieillissement de la 5e branche, toujours annoncé, insuffisamment financé, c'est un défi, vous l'avez bien compris, entre les générations. Alors pour conclure, j'espère que ceux qui s'étaient réfugiés dans l'abstention avec l'abstention pour seul horizon, eh bien cet horizon changera et deviendra une adhésion. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de donner un budget à la sécurité sociale. Et avec fierté, vous pourrez dire que nous l'avons fait tous ensemble, certes imparfait, mais ce budget, me semble-t-il, est une réussite collective. Savourons-le ensemble. Merci, monsieur le député. La parole est à présent à madame Nathalie Colin-Esterlé pour le groupe Horizon et Indépendants. Madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui en lecture définitive le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, au terme d'une navette parlementaire lourde d'enseignements. Ce moment appelle de notre part de la responsabilité et surtout de la sincérité.
Le PLFSS n'est pas un simple document comptable. Il a vocation à permettre d'assurer le financement et la pérennité de notre modèle social, qui est un pacte entre les générations, entre actifs et retraités, entre ceux qui sont en bonne santé et ceux qui sont malades. Ce pacte repose sur une promesse collective, celle de mutualiser nos forces pour mieux tenir dans le temps. Or, le texte que nous devons voter aujourd'hui ne tient pas cette promesse. Le projet initial du gouvernement, chacun s'en souvient, partait d'un constat lucide. Sans mesures nouvelles, le déficit de la sécurité sociale aurait atteint près de 29 milliards d'euros. Pour y faire face, le projet initial proposait donc plus de 11 milliards d'efforts et visait un déficit ramené à 17,5 milliards en 2026. Les propositions du gouvernement étaient difficiles, certaines contestables, mais elles avaient le mérite d'assumer la réalité des comptes. Au fil des lectures, ce cap s'est progressivement effacé. La première lecture à l'Assemblée nationale a supprimé la quasi-totalité des mesures de maîtrise des dépenses et introduit une hausse de la fiscalité avec notamment l'augmentation de la CSG sur les revenus du patrimoine. Face à de telles divergences avec le Sénat, la commission mixte paritaire n'a pu aboutir. Et la nouvelle lecture à l'Assemblée n'a au final corrigé que très partiellement les déséquilibres introduits lors de la première lecture. Il n'y a donc aucune ambiguïté sur les conséquences du texte qui nous est présenté aujourd'hui. Plus de 9 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par rapport au projet initial, un déficit de la sécurité sociale porté à plus de 25 milliards d'euros avant transfert et un retour à l'équilibre en 2029 devenu irréaliste. Plus préoccupant encore, une part importante de l'équilibre repose sur les 4,5 milliards d'euros de transferts de l'État vers la sécurité sociale. Ces transferts améliorent artificiellement le solde de la sécurité sociale, mais ils dégradent d'autant celui de l'État. Ils ne règlent donc rien et déplacent le problème, alors que le gouvernement n'a pour l'instant apporté aucune piste pour compenser ces transferts. Mais au-delà des chiffres, ce PLFSS souffre surtout d'une absence, celle de réformes structurelles. Rien, ou presque, n'est proposé pour agir sur les causes profondes du déséquilibre de notre système social. Or, chacun le sait, nous ne sauverons pas notre modèle de protection sociale sans produire davantage de richesses, sans valoriser le travail et sans inciter à l'activité. Sur ces sujets, les extrêmes choisiront toujours les mots doux. Ils refusent de dire aux Français que notre modèle social ne peut être préservé que si nous travaillons plus et mieux, et entretiennent l'illusion selon laquelle il serait possible de financer toujours davantage de droits avec moins de travail et plus de dettes. À ces fragilités s'ajoute un choix politique majeur, la suspension de la réforme des retraites de 2023. Notre groupe le dit avec constance. Notre système de retraite est sous tension structurelle car le rapport démographique entre actifs et retraités s'est profondément dégradé. Suspendre la réforme, c'est laisser croire à un retour possible à 62 ans alors que chacun sait que ni la démographie ni les finances publiques ne le permettent. Ce n'est pas rendre service aux Français que d'entretenir cette illusion. Et je veux, en cet instant, avoir une pensée particulière pour les jeunes générations, celles qui n'ont pas encore voix au chapitre dans nos débats budgétaires, mais qui devront, demain, en supporter les conséquences et qui, le moment venu, nous demanderont des comptes sur ce que nous aurons choisi de leur laisser. Nous croyons au compromis, mais un compromis budgétaire ne peut exister sans un préalable essentiel, le partage d'un diagnostic lucide et commun sur l'urgence du redressement de nos comptes publics. Sans cette exigence de vérité, le compromis cesse d'être un point d'équilibre et devient un renoncement collectif. C'est précisément au regard de cette exigence que notre position est constante. Le groupe Horizon et Indépendants ne peut faire sienne cette copie en votant en sa faveur. Mais nous refusons tout autant de nourrir la crise politique et le blocage méthodique entretenu par les extrêmes qui votent contre par réflexe plus que par responsabilité. C'est pourquoi notre groupe fera majoritairement le choix de l'abstention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Avant de donner la parole aux deux derniers orateurs inscrits, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public sur le projet de loi. Donc, je fais annoncer ce scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à Monsieur Christophe Naegelen, président du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Mesdames, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues, c'est dans un esprit de responsabilité et d'intérêt général qu'ont été créées les lois de financement de la sécurité sociale, pour confier au Parlement
la responsabilité d'un budget supérieur au budget de l'État. L'examen par le Parlement de ce texte est donc bien un enjeu national pour l'équilibre de nos comptes sociaux, mais aussi pour les patients, les établissements et l'ensemble des acteurs du soin qui ont besoin de lisibilité et de stabilité pour opérer. C'est aussi un enjeu national pour notre Assemblée elle-même. Lorsqu'un texte budgétaire est débattu, amendé, adopté par l'Assemblée nationale en responsabilité et sans avoir recours au 49.3, notre Chambre ne doit ni se dérober, ni se déjuger. Aujourd'hui, nous engageons la crédibilité de notre représentation dans sa capacité à produire du compromis et la confiance de nos concitoyens dans le travail parlementaire. C'est à cette aune que le groupe LIOT aborde cette lecture définitive. Le constat est simple. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui est strictement identique à celui adopté la semaine dernière. Il n'y a ni surprise, ni retournement, ni nouvel arbitrage. Dans ces conditions, il serait illogique et même incompréhensible que notre Assemblée ne confirme pas le vote qu'elle a exprimé la semaine passée. Encore une fois, ce PLFSS n'est pas le texte idéal de tel ou tel groupe, et il ne prétend pas l'être, mais le résultat d'un travail mené par les différentes formations politiques à la recherche d'un point d'équilibre. À cet égard, la libre place laissée au débat mérite d'être soulignée. Elle a permis à l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle de législateur et de démontrer qu'un compromis est possible lorsque la responsabilité prime sur la posture. Le groupe LIOT ne se livre pas pour autant à aucune complaisance. Ce texte ne nous satisfait pas. Nous avons exprimé nos réserves sur plusieurs orientations et nous savons que ce texte n'apporte pas de réponse aux défis structurels de notre système de protection sociale. Il appartient à notre Assemblée de poursuivre ce travail dans la durée, avec ambition et avec rigueur. Mais nous le disons avec clarté, mieux vaut un PLFSS que pas de PLFSS du tout. L'absence de budget serait synonyme d'instabilité accrue, de déficit non piloté et d'un manque de visibilité pour les acteurs de la santé, du médico-social et de la protection sociale. Surtout, le texte qui nous est soumis aujourd'hui est bien meilleur que la copie initiale du gouvernement grâce au travail parlementaire et notre groupe y a pris pleinement sa part. Nous avons ainsi fait supprimer le gel des prestations sociales afin de préserver le pouvoir d'achat des retraités et des ménages modestes. Nous avons instauré une obligation de négociation sur le maintien en emploi des seniors dans les entreprises de 300 salariés et plus. Nous avons obtenu le maintien de l'exonération salariale sur les contrats d'apprentissage conclus à compter de 2026. Nous avons sécurisé le maintien tel quel du dispositif Lodéom et son extension à Mayotte adoptée à l'unanimité. Nous avons rétabli un dispositif incitant à la revalorisation des minima de branche lorsqu'ils sont inférieurs au SMIC. Avec la possibilité de fractionner le congé de naissance, nous avons introduit une souplesse bienvenue pour les familles. Nous avons enfin prolongé l'expérimentation des haltes soins addictifs, un dispositif utile pour les plus fragiles. Mais mes chers collègues, c'est toujours un exercice curieux d'avoir de nouveau plus d'une heure de débat, la possibilité de ce qui a été dit la semaine dernière sur un même texte sans en avoir changé aucune virgule. C'est donc sans naïveté, mais avec constance, que nous abordons ce vote, en écho à l'esprit qui présidait en 1996, alors qu'ont été instaurées les lois de financement de la sécurité sociale. Nous faisons le choix de la responsabilité parlementaire. Pour toutes ces raisons, le groupe LIOT, dans sa grande majorité, votera ce texte en responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur le Président de groupe. La parole est à présent à Monsieur Yannick Monnet pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale nous revient tel que nous l'avons adopté le 9 décembre dernier. Je ne m'attarderai donc pas sur son contenu, nous le connaissons bien. Je souhaiterais plutôt revenir aujourd'hui sur ce que ce texte, malgré ses évolutions, ne règle pas, et donc vous parler d'avenir.
Je pense en premier lieu à la question du financement de la sécurité sociale. Il est illusoire et dangereux de continuer à aborder le déficit de la sécurité sociale par le seul prisme d'une réduction de ses dépenses. Les dépenses de santé tendent naturellement à augmenter en raison du vieillissement de la population, mais aussi des progrès de la médecine. Et en réalité, une société qui investit dans les dépenses de santé ne devrait pas nous choquer. C'est le signe d'une société qui prend soin de sa population, et c'est précisément la grandeur et la modernité de la sécurité sociale que d'avoir posé ce principe d'un accès aux soins de qualité pour tous, en lien direct avec la production de richesses. Admettre ce principe et le défendre permet de tracer un chemin vertueux pour doter la sécurité sociale des moyens dont elle a besoin, tout en le ramenant sur une voie d'équilibre budgétaire. Mais cela suppose un choix politique courageux et ambitieux, celui de rompre avec la politique mise en œuvre depuis maintenant 30 ans, celle à l'origine de l'institution des lois de financement de la sécurité sociale, de l'instauration de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, ainsi que de la création de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Car cette politique a radicalement modifié tout à la fois les missions et la gestion de la sécurité sociale, avec les conséquences désastreuses que nous connaissons. Des hôpitaux au bord du gouffre, 6 Français sur 10 qui renoncent à soigner, des personnels soignants et non soignants en souffrance, et une financiarisation croissante de l'offre de soins. Et de fait, en assignant des objectifs de dépenses contraints pour ensuite les distribuer en fonction des besoins, les besoins sociaux et sanitaires sont devenus des charges qu'il s'agit de rendre soutenables, sans plus de vision d'ensemble et dans la durée, sans plus de perspectives de santé publique et dans l'oubli de la nature même singulière de la sécurité sociale. Alors très concrètement, rompre avec cette logique délétère impliquerait que notre Assemblée débatte enfin d'un projet de loi de santé publique qui recenserait les priorités nationales de prévention et d'accès aux soins. Une telle démarche permettrait de partir des besoins pour définir en conséquence les recettes nécessaires assises sur la cotisation. Mais également d'accomplir une remise à plat radicale des 80 milliards d'exonération sociale et d'exemption d'assiette accordées sans aucune condition et aux résultats sur l'emploi et le pouvoir d'achat très contestables. Les seuls dispositifs d'exemption d'assiette ont un coût pour la sécurité sociale estimé à 14,6 milliards d'euros en 2024. Cela suppose aussi d'avoir un débat de fond sur la dette sociale. Ce sont 15 à 16 milliards d'euros qui, chaque année, ne vont pas au financement du soin, mais sont réservés au remboursement d'une dette qui se finance sur les marchés à des taux d'usurier. Il convient également de mettre un terme à certains dysfonctionnements, je pense aux dépassements d'honoraires notamment, qui sont en contradiction totale avec les principes de la sécurité sociale et qui, en 2024, représentaient 4,5 milliards d'euros à la charge des patients. Avec mon collègue Jean-François Rousset, nous avons établi un rapport comprenant 10 grandes propositions structurantes qui n'ont que trop peu trouvé leur place dans ce PLFSS et qui n'attendent désormais qu'une bonne volonté politique pour se concrétiser. De plus, je pense qu'il est plus que temps de progresser vers un remboursement à 100% des dépenses de santé par la sécurité sociale. Enfin, les propositions alternatives aux lois de financement existent et ont fait leur chemin sur les bancs de cet hémicycle. Notre Assemblée avait voté une loi de programmation sur le grand âge qui n'a jamais vu le jour. La FHF a rédigé et a transmis au gouvernement une loi cadre de programmation pluriannuelle. J'ai pu moi-même observer lors de ma mission sur les hôpitaux de proximité les bienfaits d'une telle programmation qui n'appelle pas forcément à dépenser plus, mais à dépenser mieux, en planifiant les dépenses en adéquation avec les besoins des patients et les possibilités des territoires. Vous voyez, les alternatives viables, ambitieuses socialement et responsables financièrement existent. Elles sont devant nous et n'appellent que le courage politique pour être débattues et mises en œuvre et, en définitive, sauver notre sécurité sociale en la renforçant. Chers collègues, pour ce qui est du vote des députés du groupe GDR, pas de changement depuis la semaine dernière. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vais vous laisser regagner votre place. La discussion générale est close. Donc je demande à tous de bien vouloir regagner vos places. Je vais mettre aux voix le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin.
Votants 569, exprimés 479, majorité 240, pour 247, contre 232. L'Assemblée nationale a adopté. Voilà donc pour cet ultime vote sur le budget de la sécurité sociale pour 2026. L'Assemblée nationale a donc dit son dernier mot sur ce texte qui est donc adopté après moult péripéties. Mais ce n'est pas fini. Le défi du gouvernement, c'est maintenant de tenter de trouver un accord sur le PLF, le projet de loi de finances pour 2026. Et là, eh bien, cela s'annonce beaucoup plus difficile. Une commission mixte paritaire doit se réunir. 7 députés, 7 sénateurs qui vont tenter de trouver un accord sur ce budget. Ce sera à huis clos, loin des caméras, mais bien évidemment, LCP aura l'oreille tendue pour vous faire suivre l'épilogue de ce débat budgétaire. À bientôt.